étiez nombreux, donc c'est plutôt bon signe. Et on espère vous faire passer aussi un bon moment d'échange. On va avoir là 1 heure où on va essayer de faire des retours d'expérience. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Je vais tout d'abord laisser la parole au président de la Commission des réseaux et vice-président de la CCI, Grégory Blanville. On va le faire là, on va pas faire de protocole, ça fait déjà 4 heures qu'on est ensemble pour la plupart. Donc rebonjour à ceux que j'aurais pas vu encore depuis 14 heures. Effectivement, avant de rentrer dans le thème, vous donner quelques indications sur la journée. On a battu tous les records, on est presque 700 personnes sur la journée et sur la soirée. Tous les ateliers étaient quasiment à guichet fermé. Et je crois qu'on a trouvé aussi, on a répondu à nos objectifs de cette commission réseau et de cet événement, qui est d'inciter un maximum de chefs d'entreprise à rentrer dans les réseaux, à sortir de l'isolement, à trouver le réseau qui leur correspond en termes de valeurs, de relations humaines, de compétences. Et donc, ce qui est ressorti, c'est qu'on a beaucoup de gens qu'on ne voit pas ailleurs. Il y a des fois, dans les réseaux, c'est toujours un peu les mêmes, on connaît tout le monde. Je suis allé tout à l'heure sur l'atelier Business Meeting, il y avait plus de 100 personnes qui étaient en train d'échanger des cartes de visite. Je connaissais quasiment personne. Donc c'est que notre objectif est atteint. Et je voudrais remercier tous les réseaux parce que c'est grâce à eux, je pense que ce format d'événement qui est très opérationnel, vous avez vu tous les thèmes qu'on avait cet après-midi, c'est des chefs d'entreprise qui parlent à des chefs d'entreprise. C'est participatif, c'est de l'échange. Et ça, je pense que c'est ce qu'on a besoin en ce moment. Donc merci à tous les réseaux et merci à toute l'équipe de la CCI parce que c'est beaucoup de boulot pour que tout se passe bien ça. Donc j'aimerais qu'on les applaudisse, toute l'équipe de Bruno, Florence à la com, toute l'équipe qui suit cette commission. Et je salue les élus de la commission. Il y a Fabrice Baïla qui est là, il y a Guillaume Pénat qui tout au long de l'année travaille sur cette commission. Alors le thème de ce soir, effectivement, challenger son business model. C'est le thème qui est ressorti. Je ne vais pas vous faire tout un long laïus sur l'instabilité politique économique qu'on vit. Je crois que depuis 5 ans maintenant, depuis le Covid et même peut-être avant pour les commerçants au moment des Gilets jaunes, on vit des crises successives depuis 5 ans où l'incertitude économique et politique est importante. On a besoin de beaucoup d'agilité. On a besoin, dans d'autres réseaux, il y aura des soirées sur ça, de la robustesse économique, comment on fait face, comment on est solide dans ses bases pour faire face à toutes ces crises, et puis comment on est agile, comment on est résilient pour tous les jours changer un peu de cap en fonction des nouvelles normes qui sortent, des droits de douane qui peuvent tomber, qui peuvent changer le lendemain quand on se réveille, des mesures politiques, fiscales, dont on ne sait pas où on va et comment on sera mangé, à quelle sauce on sera mangé sur le budget 2026. Donc c'est cette situation, et notamment pour les TPE, qui subissent aussi un ralentissement de l'activité. Je ne vais pas là aussi vous développer tout ce qu'il y a au niveau du pouvoir d'achat, mais on a besoin de s'adapter en permanence. Et donc, c'est cette pression sur les finances, sur l'investissement, sur l'emploi, combinée à cette demande affaiblie qui fait qu'on a beaucoup de questionnements en permanence pour les entreprises. Donc, ça implique pour certains de passer des caps difficiles. Et donc, face à ça, il y a 3 options. Soit on attend, on se plaint, en bon français qu'on est, sans rien changer, en espérant peut-être que ça revienne à la normale. Soit on s'adapte au mieux aux évolutions en espérant que ce ne soit pas trop tard, ou soit on essaye d'anticiper un maximum pour répondre aux enjeux de demain, aux enjeux de transition aussi, de créer peut-être de nouveaux marchés. C'est vraiment aujourd'hui, il y a un dirigeant sur 2 qui n'est pas préparé à ça, et j'ai même pas parlé d'IA aussi qui va révolutionner un certain nombre d'activités. Donc c'est vraiment comment repositionner son offre, comment se différencier par rapport à la concurrence, comment prendre un temps d'avance aussi par rapport à ses concurrents et comment innover dans son fonctionnement, dans son management, dans sa façon de recruter, dans sa façon de produire, dans sa façon de vendre. C'est ce qu'on fait aussi avec la CCI Hero, hein, vous avez vu, c'est la 7e édition. Toutes les thématiques ont été beaucoup autour de la RSE et tous ces enjeux de transition. L'année dernière, c'était sur la décarbonation des mobilités. Et c'est le travail qu'on fait en synergie pour accompagner un maximum d'entreprises au quotidien. Donc pour faire face aux difficultés, là, une petite dose de prévention, parce que quand on fait des événements sur la prévention, il n'y a personne. Mais quand on a une assistance comme ça, c'est important d'en parler, qu'il existe énormément de dispositifs et que les 3/4 des gens viennent trop tard. On en parlait encore avec le président du tribunal de commerce de Béziers. Aujourd'hui, c'est 70% des entreprises qui arrivent au tribunal qui partent directement en liquidation. Il n'y a même pas la case redressement où on peut tenter quelque chose.
Donc n'attendez pas qu'il soit trop tard. Il y a le CIP notamment de la CCI, il y a des dispositifs à l'URSSAF, à la DGFiP, il y a un certain nombre de réseaux qui vous accompagnent aussi. Je salue 60 000 rebonds qui aussi, ça peut être psychologiquement important de savoir qu'il y a des gens qui nous aident à rebondir en cas d'échec. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, mais en tout cas, venez nous voir le plus vite possible par rapport à vos difficultés. On essaye effectivement d'interroger les modèles de demain. C'est ce qu'on fait donc avec les réseaux. Et c'est aussi le sujet qu'on porte depuis maintenant 5 ans. Ça s'appelait Territoire à mission avant. Maintenant, ça s'appelle Destination responsable et engagée, où on essaye de vous accompagner dans la décarbonation de l'économie qui est nécessaire aux enjeux de demain. C'est ce que... Enfin, on avance sur le sujet puisqu'on l'avait lancé l'année dernière. On a signé maintenant un partenariat avec l'Agence des transitions. J'ai vu Philippe Boulet et toute l'équipe qui est là. Merci à l'Agence d'être présent. On a rencontré toutes les intercos aussi avec qui on va travailler sur l'année 2026. Il faut laisser passer les municipales avant. On a échangé avec un certain nombre de partenaires privés. On a l'Alliance des mobilités qui va rejoindre le projet. Et donc, on a créé aussi avec la cellule RSE de la CCI, je crois que j'ai vu aussi des membres de la commission, 3 livrets sur la décarbonation des mobilités des biens, sur la décarbonation des mobilités des personnes et sur la décarbonation des données. Petite dose de numérique responsable aussi, ô combien important. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre en place une plateforme numérique à partir de la rentrée de janvier, où vous pourrez retrouver toutes ces fiches, toutes ces bonnes pratiques, faire des autodiags, et puis on va aller sensibiliser sur le terrain, dans toutes les intercos, des réunions de sensibilisation qui vont être faites par les réseaux économiques. Là aussi, c'est du bénévolat. Chaque réseau va aller présenter sur ses territoires, en fonction de ses compétences, ses actions. Voilà quelque chose de très concret qui va se développer donc à partir de l'année 2026. Voilà, je ne serai pas plus long. On a une belle table ronde qui nous attend, mais en tout cas, merci encore à tous de votre participation. Merci beaucoup, Grégory. On va maintenant appeler Moustapha Laoukiri, adjoint au maire de Montpellier, délégué à la politique de la ville, et aussi à la création des entreprises. Merci de l'applaudir. Merci. Très cher Grégory, très chers élus, collègues, régions, départements, villes, métropoles, l'ensemble des acteurs de la CCI, partenaires réseau. Je tenais d'abord, dans un premier temps, à excuser l'absence de Michael Delafosse, maire président de Montpellier Métropole, qui ne pouvait se dégager pour un agenda assez bien rempli, mais qui vous apporte bien entendu, comme à chaque manifestation que vous organisez, dans le cadre du développement économique et la rentrée des réseaux, tout son soutien politique, financier et technique, si possible. Donc, effectivement, ce sont des temps et des manifestations importantes. Le chef d'entreprise, j'évolue moi dans la profession depuis une vingtaine d'années. Hein. J'ai fait les consulaires et tout ce qui est développement économique aujourd'hui dans le financement. Donc il me semble important ces temps. Ce sont des temps non seulement importants mais essentiels pour accompagner ces chefs d'entreprise qui sont parfois dans la difficulté en recherche de réponses à leurs questionnements ou de solutions à leurs problèmes. Vous avez animé un certain nombre de manifestations, d'ateliers, de conférences qui préconisent le réseautage. Le réseautage est important et vital effectivement en ces temps incertains. Autant sur la politique intérieure qu'internationale. Aujourd'hui, moi, je rencontre aussi des chefs d'entreprise qui ne savent pas quoi faire. Après 2026-2027, la carnet de commandes jusqu'ici est rempli, mais derrière, avec les restrictions qui s'imposent au niveau international, notamment sur le premier marché, le marché nord-américain, c'est l'incertitude. Et ce temps d'échange peut et doit apporter des réponses à ces inquiétudes. Et ce soutien-là me semble primordial. Voilà. Je vais juste en finir là, remercier les partenaires présents à ces moments importants, et la CCI pour le travail qu'elle a fait, et vous, très cher Grégory, ainsi que le président d'El Jari. Merci. Merci beaucoup, Moustapha Laoukiri. Patrice Canaillé, conseiller régional, représentant, bien sûr, Carole Delga, merci aussi de l'accueillir. Patrice, un mot sur ce thème. En plus, oui. C'est un thème qui vous parle. Oui, challenger, ça me parle, oui. D'abord, vous me permettrez les formules de politesse. Donc, j'étais déjà là tout à l'heure, donc je vais très rapidement vous dire tout le soutien de la présidente Carole Delga, mais peut-être un message qu'elle répète assez souvent et que je reprends très facilement et avec beaucoup de détermination, c'est peut-être sur le rôle de ce qu'est une entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une actualité où on aurait d'un côté les chefs d'entreprise, de l'autre côté les salariés, de l'autre côté... c'est une vision très binaire de la société que je ne partage pas du tout.
Je crois que l'entreprise est un maillon essentiel. L'entreprise, ce n'est pas une accumulation de fiches de poste. Une entreprise, ce n'est pas qu'un organigramme. Une entreprise, c'est un assemblage de différentes personnes avec différents statuts, et qui à un moment donné font œuvre commune et travaillent ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Et cette dimension sociétale de l'entreprise est quelque chose de très important. Alors après, les entreprises, elles ont une vocation. Et en général, j'interviens souvent dans le monde de l'entreprise, en général, on ne me fait que rarement intervenir pour me demander comment une entreprise va devenir moins performante. En général, c'est comment on fait pour être un peu plus performant. Et je pense que ça va être un des sujets que vous allez aborder. Le deuxième sujet que je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux vraiment insister, c'est que un chef d'entreprise, c'est un leader. On parle de leadership. Et dans le sport, moi j'ai eu la chance d'en côtoyer beaucoup, d'en manager beaucoup. Alors il existe énormément de leaders quand ça va bien. Ça, quand vous êtes dans une équipe et que vous managez une équipe et que vous menez de 10 buts, tout le monde est leader. Tout le monde est chef et tout le monde encourage. Quand vous êtes dans une phase difficile, c'est là qu'on voit les vrais leaders. Et donc je crois que ce sont dans les moments difficiles qu'on voit vraiment le leadership. Et souvent, les moments difficiles sont un moment de révélation. C'est des moments qui sont extrêmement importants, c'est des moments difficiles à vivre, c'est des moments d'inquiétude, voire même des fois d'angoisse. C'est pour ça qu'on a dit ne restez pas seul, allez travailler en collectif. Mais les moments difficiles révèlent les personnes, révèlent les situations, et il faut aussi prendre ces moments difficiles comme des tremplins vers l'avenir. Voilà, c'est ce message positif que je voulais passer. Vous me permettrez 2-3 remarques sur le thème qui est un thème passionnant. Moi, je pourrais parler toute la soirée sur ce thème-là. Et je voudrais faire quelques remarques qui me paraissent vraiment importantes. La première, c'est vous allez aborder tout à l'heure la question de l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la remise en cause, de comment se challenger, c'est-à-dire comment se remettre en question, si on veut parler en français normal. Et là, 2 remarques. J'ai la chance d'avoir une délégation qui s'appelle Attractivité et rayonnement de l'Occitanie. L'attractivité se mesure. Ce sont des éléments factuels. Quand on veut mesurer l'attractivité touristique, par exemple, on a des référents. Quand on veut mesurer l'attractivité économique, il y a des référents. Le rayonnement, c'est une perception, la perception d'un territoire. Et bien, c'est pareil dans l'entreprise, et c'est surtout pareil, et c'est le premier message que j'aimerais passer, c'est que quand on évalue son environnement, il y a des éléments objectifs, et puis il y a des éléments subjectifs. Et aujourd'hui, il faut faire attention, dans un monde un peu difficile, il faut faire attention de ne pas se laisser submerger par les éléments subjectifs et essayer d'avoir une analyse rationnelle de son environnement. Je vais vous donner un exemple. Quand vous dirigez une équipe et que vous êtes en finale, par exemple, d'une Coupe d'Europe, et qu'il reste 5 minutes à jouer, 5 minutes, ça fait 5 fois 60 secondes, quelle que soit la situation. Mais si dans ces 5 minutes, vous êtes devant au score de plus 5 buts, ou vous êtes à moins 5 buts, eh bien 5 minutes ne valent pas dire la même chose. Pourtant, objectivement, il n'y a rien de plus précis que le temps, mais la perception que vous avez du temps, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, va être fondamentalement différente. Et il est très important, à mon avis, quand on manage une situation, que ce soit une situation sportive, une situation de l'entreprise, de prendre en compte à la fois les éléments factuels, mais aussi les éléments qui ne sont pas factuels et qui sont du domaine du ressenti. Et ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est en sport, je vais toujours partir sur la partie sport, c'est quand vous êtes dans un environnement, en vérité, quand vous jouez un match, une compétition, vous avez toujours un temps, ce qu'on appelle le temps neutre. C'est un temps où il ne se passe rien. C'est-à-dire les gens jouent, le public est content, on chante, fait la fête, mais le score ne bouge pas, c'est-à-dire c'est 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Il n'y a pas de... Ça reste neutre dans le rapport de force. Et puis, vous avez 2 temps qui sont excellents, voire même excitants pour le manager. C'est ce qu'on appelle le temps fort et le temps faible. Le temps faible, c'est le moment où votre adversaire va prendre l'avantage et où vous êtes dans une situation difficile. Et puis le temps fort, c'est le moment où, inversement, vous êtes... C'est un effet de balancier. Alors, dans la courbe de la performance, il n'existe personne qui est capable d'arrêter cette courbe. Ça n'existe pas.
C'est-à-dire, dans la vie, on passe toujours par des temps forts et des temps faibles, quelle que soit l'activité que l'on a, ça n'existe pas de toujours. Que peut faire le manager? Le manager, il peut travailler pour faire en sorte que quand il est dans un temps fort, ce temps fort dure le plus longtemps possible, et quand il est dans un temps faible, éviter que ce temps faible dure le plus longtemps possible. En sport, on travaille cette gestion des temps forts et des temps faibles de manière quasi quotidienne, avec des méthodes de travail particulières. La question dans l'entreprise, c'est comment on gère ces temps forts et ces temps faibles. Et en vérité, quand on aime manager, ce qui est le plus excitant, je le répète, c'est quand on réussit à prolonger un temps fort le plus longtemps possible et quand on réussit à se sortir d'un temps faible. Et dernière remarque que je voudrais faire, et je terminerai là-dessus, quand on veut parler de performance, et je sais que vous allez en parler tout à l'heure, la performance naît en général de 80% d'organisation et de 20% de capacité à prendre des initiatives, à innover. Et ces 20% se jouent très souvent sur la maîtrise des émotions. Très, très, très souvent. C'est pour ça que dans la performance, il est véritablement extrêmement important de définir ce qu'est la performance et de définir pour vos entreprises vers où on veut aller dans le domaine de la performance. Elle peut être pour certains économique, elle peut être environnementale, elle peut être sociétale, peu importe, mais la question c'est de bien définir où vous voulez aller dans le domaine de la performance. 80% c'est du domaine de l'organisation, 20% c'est du domaine de l'innovation, de la prise d'initiative. Et en sport, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est comment on passe notre temps à s'organiser, mais comment on laisse aussi l'initiative individuelle prendre le pas à certains moments. Et quand on gagne, c'est très facile. Quand on est dans une situation, c'est beaucoup plus difficile. Je vais vous donner un exemple d'un joueur montpelliérain bien connu. Tout à l'heure, quelqu'un m'en a parlé. C'est par exemple Grégory Anquetil sur la finale des Jeux Olympiques ou du championnat du monde en France. La France est menée à un moment donné, et puis il reste même pas 45 secondes à jouer. Et là, à un moment donné, il a un geste, il a une fulgurance. Voilà, je cherchais le mot. La question, c'est par rapport à nos collaborateurs, tous, quand vous êtes coach, quand vous êtes chef d'entreprise, comment je réussis à organiser mon dispositif et comment je laisse aussi la place à la fulgurance de tous les salariés. Voilà, merci. Merci beaucoup, Patrice Canaillé. Merci à tous les trois. Grégory. Merci Patrice. C'est l'avantage d'avoir un élu qui est un champion et donc on a eu droit à une introduction très très intéressante. Juste pour terminer, c'était de remercier effectivement à nouveau nos partenaires, la région, donc à travers Patrice, on remercie Carole Delga aussi pour le soutien à cet événement depuis le début, la métropole de Montpellier et la ville de Montpellier et à travers toi pour Mickaël Delafosse, le président maire, et puis le département bien sûr qui nous accueille quasiment depuis le début ici dans ce très beau... Il y a plein de gens qui ont découvert encore aujourd'hui les jardins de l'hôtel du département. Donc merci MBS et notre partenaire aussi, la lettre M. Voilà, c'était le petit mot de plus. Et remerciements encore à tous les réseaux et à tous les partenaires de l'État notamment qui étaient présents aujourd'hui. J'en profite pour saluer le directeur régional de l'URSSAF qui vient de nous rejoindre. Si vous avez des problèmes, vous pouvez aller le voir. C'est maintenant. François, il est là. Voilà, en tout cas... Alors pas tout de suite, hein, si possible. Attendez qu'on ait fini C'est bien, non, mais c'est pas toujours le cas et d'avoir des personnes, des services de l'État qui sont en permanence présents dans les réseaux, dans les événements, qui sont accessibles, à qui on peut parler, avec qui on a des relations de confiance, c'est aussi important pour les entreprises. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégory. Alors, on va te laisser redescendre et je vous propose donc, vous pouvez l'applaudir bien sûr. Alors c'est vrai que, comme vous l'a rappelé Grégory, l'an dernier, on vous avait parlé de décarbonation des mobilités et que cette année, on a voulu s'interroger sur comment challenger son modèle économique. La CCI a mené une enquête de conjoncture au cours du second trimestre et elle a révélé, en tout cas pour le secteur du commerce, une baisse de 52% du chiffre d'affaires au cours des 3 derniers mois, avec des marges aussi en baisse de 40 à 45%.
la saison estivale n'a pas été florissante puisqu'il y a eu là aussi une baisse d'activité de l'ordre de 60% dans le secteur du service et des commerces. Alors, des dispositifs existants quand on est en difficulté, il en existe. La question se pose de la façon dont on va réinterroger son modèle économique avant même d'être en difficulté. Et nous avons demandé pour cela à 3 consultants et 4 entreprises de venir discuter une petite heure avec nous. Et à la fin, bien sûr, je prendrai vos questions, vos réactions dans la salle, parce qu'on ne va peut-être pas poser ou répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous propose donc d'accueillir les intervenants sur cette scène. Laura Lecurieux-Belfond, associée du cabinet IDEA, qui accompagne les entreprises sur leur stratégie de développement durable et sur aussi l'intelligence artificielle. Neige Nicolas, chargée de mission, directrice générale de Solutions Transition, un cabinet de conseil en RSE. Et elle fait donc du conseil en formation RSE. Elle est facilitatrice d'intelligence collective aussi. Je vais appeler Caroline Bouvier, fondatrice et artisan de la maison de couture Caroline Bouvier. Elle est vice-présidente de l'ACPME à l'artisanat et pendant 4 ans aussi des femmes chefs d'entreprise de l'Hérault. Ils vont réaliser des vêtements sur mesure. Je vous en prie, Caroline, installez-vous. Viviane Binamika, qui est président CPC Occitanie, chambre professionnelle du Conseil Occitanie, l'association des professionnels du Conseil dans la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Vous êtes aussi président et dirigeant de Binas Consulting, un cabinet de conseil dédié à la performance des TPE et des PME. Pierre Collot, pour Fluidcar, gérant et fondateur de cette société, spécialisée dans l'entretien des boîtes automatiques des vidanges sur les véhicules automobiles, créée en 2018 et installée à Bayargues. Grégory Valency aussi, qui nous rejoint. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, à peu près. Alors, vous avez 2 casquettes, Grégory. Oui, et Pierre Collot, bien sûr, je vais l'appeler. Vous êtes président, PDG du groupe Acclimatis. Alors, il est structuré en plusieurs sociétés. La société Acclimatis, qui est consacrée au chauffage, climatisation, plomberie. La société Omwatt, liée à la partie énergie. Et puis, Acclima Service, pour l'entretien, le dépannage. Et puis, il y a 4 ans, vous avez créé quelqu'un, on le voit sur votre t-shirt, et on va parler de cette démarche-là. Et enfin, Pierre Collot. Pierre Collot, vous êtes, donc c'est Fluidcar, gérant de Fluidcar, je l'ai dit tout à l'heure. Ah ben voilà, tout le monde est là. Alors, je l'ai dit... voilà, le dernier, Nordine, c'était derrière. Nordine El Ouachmi, serial entrepreneur de Montpellier, Bureau & Co, fondateur, président jusqu'à présent de la French Tech. Venez vous asseoir juste ici à mes côtés. Voilà, il nous manque une chaise, je crois. Si on peut apporter une chaise de plus, ça serait l'idée. Non, je vous en prie. Asseyez-vous, c'est moi qui vais rester debout, c'est sûr. Alors, avec vous, on va essayer de réfléchir, d'apporter bien sûr des clés, des outils avec les uns les autres, et puis de voir aussi pour les entreprises pourquoi vous avez interrogé votre modèle économique et comment vous avez procédé pour effectuer des changements. Peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est justement pourquoi ce soir on se pose cette question de comment challenger son modèle économique. Hop, c'est à vous la parole. Viviane, peut-être. Tout marche. Voilà, merci de m'accueillir. Donc je représente ce soir la Chambre professionnelle du Conseil d'Occitanie, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence pour 3 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'on se pose la question? En fait, on est dans un monde qui évolue à une vitesse sans cesse croissante, des bouleversements économiques, sociologiques. Quand on est chef d'entreprise, il va falloir adapter son modèle ou alors changer de son modèle ou encore trouver des solutions, si vous voulez, pour résister, comme le disait le président Grégory tout à l'heure, afin d'inscrire son entreprise dans une trajectoire, je dirais, durable de pérennité. Et donc, on est obligé de s'inventer, de trouver des solutions pour pouvoir effectivement avancer. Voilà pourquoi on se pose la question aujourd'hui. Neige, peut-être une réponse aussi. J'interroge les consultants d'abord sur cette question. Oui, bien sûr. Merci Virginie. Alors pourquoi
parce que c'est inéluctable. Non, je pense qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise et a fortiori une PME, ne pas s'interroger sur son modèle économique, c'est se couper des marchés entiers. Et donc il y a une certaine réalité économique à laquelle on est de plus en plus confronté. Moi, j'ai envie de répondre sous l'angle qu'a porté notre cher élu à la région de l'association de la performance économique et de la performance environnementale. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes qui portent nos opportunités commerciales se posent ces questions d'indicateurs de performance extra-financière. Les grands comptes, les collectivités, le grand public, les financeurs, les investisseurs, les banquiers. Donc ça me semble essentiel. Pareil, Laura, même question. Oui, merci. Alors, vous travaillez sur l'axe, effectivement, transition environnementale, mais cette fois-ci, on vous a demandé d'avoir plus une casquette IA. Ça Oui. nous semblait important aussi. Exactement, comme quoi on peut être shifteuse, mais également penser à la transition numérique et à l'IA. Donc rassurez-vous, les deux sont peut-être pas compatibles, mais il va falloir y penser. Pour répondre à cette question, finalement, je me tourne vers vous. Un test, parmi vous tous, levez la main, qui utilise l'IA de façon très régulière, c'est-à-dire une fois par jour, voilà, etc. Et je pense que la deuxième question serait, mais je ne vous la pose pas, parce que voilà, ce serait qui a vraiment inscrit l'IA dans son modèle économique. Je crois que là, on serait très nombreux à pas lever la main. Et c'est tout ça qu'il faut effectivement prendre en considération, c'est que ça va clairement bousculer l'ensemble des métiers. Vous l'évoquiez effectivement, Monsieur Blanc-Villain. À l'échelle mondiale, on estime entre 10 et 15% des métiers qui seront fortement bousculés, chahutés, ce qui est que ce sera effectivement énorme et aucun secteur, aucune entreprise ne pourra passer outre cette dimension-là. Merci à tous les trois pour cette première question. Je la poserai aussi aux chefs d'entreprise qui sont là, mais je voudrais commencer avec un premier témoignage, puisqu'on va essayer de vous donner des conseils, mais aussi de faire ce retour d'expérience. C'est avec Caroline Bouvier. Caroline, je vais vous donner peut-être un micro. Je voudrais qu'on revienne un peu sur votre parcours et sur votre histoire, parce que vous avez effectué 2 virages, vous. Un premier où vous êtes vraiment allé changer l'ADN de votre entreprise en changeant de marché. Le deuxième, c'est plus une diversification. Racontez-nous pourquoi vous avez fait le premier virage. D'abord, vous étiez une société qui travaillait essentiellement dans la fabrication de vêtements de sport. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, juste pour faire une petite transition par rapport à mon parcours, je suis issue du monde du sport. Donc, la performance, ça me parle. Ça vous parle. Et ma performance dans mon domaine sportif, quand j'ai décidé de devenir entrepreneur, évidemment que cette performance, elle était toujours aussi dans ma tête. Donc, la volonté de devenir entrepreneur, c'était aussi de réussir, pas bidouiller. Et quand j'ai commencé, c'est grâce au sport où j'ai pu m'implanter. Donc, je faisais effectivement des vêtements pour le monde du sport. Une dizaine d'années à l'international, au niveau national. Donc, c'était des tenues pour la gymnastique, le fitness, la natation synchronisée, le patinage artistique. Et j'ai initié les tenues sur mesure pour chaque athlète. Donc, ça n'existait pas, même au niveau international. Donc, j'étais une des premières au niveau mondial à faire ça. C'était très bien, j'étais juge international, donc j'ai fait mon commercial. Et vous avez été aussi une des premières commerçantes à vous mettre tout de suite sur le net, sur la vente. Évidemment, c'était nécessaire. Hein. Au départ, c'était des fax. Et voilà. Et ensuite, quand les sites Internet sont arrivés, automatiquement, et je faisais mes commandes via le net, très vite, à travers le monde. Donc, pour moi, c'était une évidence. Puis est arrivée la crise de 2008 et les fédérations, les clubs ont souffert énormément. Moins d'argent. J'ai senti une baisse de chiffre d'affaires, évidemment. Et puis peut-être une sensibilité où j'avais envie peut-être d'aller ailleurs avec mon équipe. Et donc, j'ai décidé de prendre le virage et de transposer mon modèle technique que je savais faire
à la mode. Donc, j'ai réinventé le sur-mesure des années 50, mais avec site internet et compagnie. Et donc, voilà, ça a été mon premier virage. Robe de mariée, etc. C'est ça. Donc, premier virage effectué donc parce que la situation économique je sentais venir, hein, c'était en progression. Vous avez été accompagné pour ce premier virage ou pas? Non, je n'ai pas été accompagnée. Il y a eu un moment, j'ai fait une petite un week-end stratégie à la Chambre des métiers. Mais ce que je voudrais dire, parce que c'est l'endroit où il faut en parler, j'ai tout de suite, la première chose que m'a dit mon banquier quand je me suis installée en tant qu'entrepreneur, aller vers les réseaux. Il faut aller vers les réseaux. Moi, j'étais gymnaste, j'étais entraîneur. Je n'avais pas du tout de formation, de commerce, d'école, de business. Donc, je suis allée vers les réseaux et j'ai atterri chez les femmes chefs d'entreprise. Et là, j'ai trouvé des femmes extraordinaires. Donc, j'ai appris, j'ai échangé, j'ai découvert. Voilà, ça a été moi, mon modèle. Alors, premier virage, on l'a dit. Deuxième virage, plus récent, celui-ci. Voilà. Pourquoi deuxième virage déjà ? Donc, quand j'ai décidé de partir dans la mode, c'était une évidence, mais mon atelier, mon entreprise n'était pas bien située. Donc, j'ai décidé de déménager pour avoir une meilleure visibilité. Donc, c'est un challenge de plus. Voilà. Et puis, progressivement, j'ai découvert qu'il y avait une demande sur un modèle économique qui était en perte de vitesse, et puis un besoin aussi. Là, on sent que financièrement, on a besoin d'avoir plus de marge. Et donc, la demi-mesure m'a apporté une bouffée d'oxygène, moins de travail en atelier et de faire travailler d'autres ateliers. Donc, ça, c'est 2020. Malheureusement, il y a eu le Covid. Donc là, ça a été très compliqué. J'en ai profité pour communiquer à mort, pour me réinventer sur les réseaux sociaux, pour ouvrir un petit peu les vannes au niveau de la communication. Et puis, quand on est sorti du Covid, j'ai réussi à progresser. Enfin, voilà, diversification vers le marché de l'homme aussi. C'est ça, voilà, de l'homme et de la femme sur le costume, sur le business. Donc, on le voit, vous avez, on va dire, d'instinct, parce que la situation, par moments, vous y poussait, parce que à d'autres moments, vous sentiez qu'il fallait aller chercher plus de marge ailleurs, et donc avant de se retrouver en situation difficile, vous avez cherché des solutions. Oui, tout à fait. Alors ça, je ne sais pas, mais je pense que le sport m'a amené ça, parce que on a toujours besoin de se remettre en question. Et on ne s'en rend même plus compte, mais c'est un combat de tous les jours. On sent vers là où on doit aller. C'est comme préparer une compète. Moi, c'est mon challenge à moi, aller vers là. Si on voit que ça marche moins bien, en ce moment, il ne faut pas le cacher, on a vraiment une perte de vitesse au niveau du commerce de proximité, centre-ville. Il y a des tas de problèmes pour X raisons. Je ne veux pas faire de polémique, mais en attendant, moi, pour continuer de fonctionner, j'essaye d'aller vers d'autres, trouver toujours des nouveaux... Merci Caroline. Viviane Binamica, je voudrais avec vous qu'on essaie de donner des tips sur des petites pistes, des outils, sur comment faire évoluer son modèle économique. Comment repenser déjà dans un premier temps sa stratégie commerciale et sa relation peut-être client pour s'adapter justement à ces évolutions de marché et aussi à des comportements d'achat qui changent. Alors, un modèle économique, pour le faire évoluer en tant que chef d'entreprise, je pense qu'il faut en permanence se poser la question de savoir si celui-ci est encore adapté à son marché. Donc, si on se pose cette question au quotidien, on va être amené à trouver des solutions nouvelles qui vont permettre de mettre en place une stratégie de développement commercial qui soit en lien, en phase avec ses objectifs. J'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est le président qui le disait, non, c'était vous, je crois, piloter son entreprise par les objectifs. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs que l'on s'est fixés, ou que l'on va se fixer, quelle va être la stratégie commerciale que l'on va mettre en place pour permettre à l'entreprise de gagner de nouvelles parts de marché et de développer donc son chiffre d'affaires. Donc c'est un questionnement qui doit se faire au quotidien de la part du chef d'entreprise et de ses équipes pour lui permettre effectivement de trouver des solutions nouvelles et des outils nouveaux pour pouvoir avancer. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui vendent encore comme il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans ou il y a 5 ans. Le problème, c'est que tout va très vite. Les modèles vont très vite.
Et on a parlé de l'IA tout à l'heure. L'IA est venue bouleverser complètement le contexte économique. Donc, quand on est chef d'entreprise, si on ne se pose pas la question, si on ne prend pas de l'avance sur tout ce qui se passe, on est en retard. On est en retard et pour rattraper le retard, ça va être compliqué. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Pierre sera là pour témoigner puisque c'est mon invité. Donc, challenger son modèle aujourd'hui, c'est tester de nouveaux canaux. J'ai parlé de l'IA tout à l'heure, sur le plan digital, sur le plan des partenariats, des prescriptions. D'accord ? Donc, il faut s'inventer et clarifier aussi son positionnement. Parce que si on arrive à clarifier son positionnement, on va trouver également de nouvelles formules, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils qui vont être effectivement en adéquation avec les objectifs recherchés. Et finalement, il faudra piloter son entreprise, son action commerciale, avec un plan simple. Ça marche. Avec un plan simple et un suivi qui va avec. Est-ce qu'on va tout révolutionner d'un coup ? Non, justement. L'important n'est pas de tout révolutionner. Il ne s'agit pas de tout révolutionner. L'idée, en fait, c'est de mettre en place une gestion adaptative pour pouvoir effectivement faire face aux fluctuations et du marché et du comportement des consommateurs qui évoluent de manière sans cesse croissante. Et comment est-ce qu'on va passer d'une gestion un peu à vue à un pilotage régulier justement pour anticiper, pour ajuster son modèle économique et aller vers une rentabilité un peu plus sécurisée ? Alors, vous l'avez compris que j'aborde le sujet ce soir sous l'angle du conseil. Donc, moi, je suis conseiller en pilotage d'entreprise, j'accompagne les dirigeants et les entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise qui doit se piloter, je l'ai dit avant, avec des objectifs. Mais en face, je pense qu'il faudrait mettre une gestion qui soit pilotée en temps réel, avec des indicateurs. On ne va pas refaire le monde, des indicateurs économiques qui vont permettre effectivement de mesurer en temps réel sa stratégie de rentabilité. Une entreprise qui n'est pas rentable, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. Une entreprise qui n'est pas rentable est une entreprise qui ne peut pas dégager des marges bénéficiaires et donc mécaniquement avoir de la trésorerie. Donc la trésorerie, je l'entends souvent, ce n'est pas un problème en fait, c'est une conséquence. C'est une conséquence soit d'un manque de rentabilité, soit d'une structuration d'équipe qui n'est pas au top, soit des choix stratégiques qui sont hasardeux ou qui l'ont été. Donc, mécaniquement, ça entraîne une perte de rentabilité. Donc, l'idée, pour répondre à votre question, est plutôt d'avoir un modèle de gestion qui s'allie au réel. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je me lève le matin, il y a beaucoup d'outils sur le marché, mais quand je me lève le matin, je vais être en capacité de connaître mon chiffre d'affaires. Je suis désolé de le dire, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne savent pas, au jour d'aujourd'hui, combien est-ce qu'ils ont fait de chiffre d'affaires depuis le 1er janvier. Il y en a qui ne savent pas. Donc il y a ça. Ensuite, il y a la rentabilité. Il faut que je sache mon entreprise où est-ce qu'elle est aujourd'hui en termes de rentabilité, parce que c'est très important. Au lieu d'attendre le rendez-vous de l'expert comptable en fin d'année, ou qui va arriver 4 mois ou 6 mois plus tard l'année prochaine, pour connaître son résultat, il faut peut-être le faire de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Donc pour cela, il faut des outils de pilotage en temps réel. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il faut trouver des moyens pour qu'effectivement l'association de tous ces outils et du modèle de gestion qu'on va mettre en place puisse permettre aux dirigeants d'avoir l'information en temps réel pour prendre des décisions en temps réel. Recrutement, investissement, voilà. Un modèle économique solide, ça repose aussi sur les équipes performantes, alignées, qui y croient. Comment on fait dans ce modèle économique qu'on veut adapter pour structurer, pour fidéliser les équipes? Ça, c'est un sujet aussi délicat dans certains secteurs en ce moment. Et puis engager les collaborateurs. Absolument. Aujourd'hui, alors, on parle de chiffres, c'est bien, mais en face des chiffres, il y a l'humain. Donc, quand on n'a pas une équipe structurée, une équipe solide, une équipe engagée, il va être compliqué d'aller chercher les résultats. J'ai parlé de piloter l'entreprise avec des objectifs ou en termes d'objectifs. Donc, si on met les objectifs en avant, il va falloir effectivement travailler aussi à la structuration d'une équipe de collaborateurs qui soit alignée avec le projet d'entreprise du dirigeant. Donc, les équipes, challenger son modèle aujourd'hui, c'est aussi revoir son organisation en interne. Je peux parler de la redéfinition ou de la définition des rôles de chacun au sein de l'équipe. C'est très important. Je peux parler de la délimitation des responsabilités des collaborateurs au sein de l'équipe. Je peux parler également de l'adhésion ou de l'implication des équipes
sur le projet de développement de l'entreprise, parce que lorsqu'on a des équipes qui sont impliquées, celles-ci sont motivées et elles peuvent participer de manière plus active et plus efficiente au projet de l'entreprise et être acteurs du modèle économique. Alors, je voudrais me tourner vers Pierre Collot parce que je voudrais qu'on parle de Fluidcar. Fluidcar a été créé en 2017. Je l'ai dit, vous êtes spécialisé dans l'entretien des boîtes automatiques. Vous êtes installé à Bayac. Vous avez questionné et remis en chantier, on va dire, votre modèle économique. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Quelle était la situation qui vous a amené à... Le déclencheur, c'est un peu comme pour beaucoup d'entrepreneurs. On manque de rentabilité, on court un peu après la trésor, on passe nos journées à courir, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas d'école de chef d'entreprise. Et en fait, au bout d'un moment, il y a des endroits, il y a des moments, où on est très bon et d'autres sur lesquels on est moins bon. Et en fait, il faut aller chercher des gens qui ont les connaissances, qui ont les compétences. Vous aviez la tête sous l'eau, vous passiez tout votre temps à travailler pour une rentabilité qui était relativement faible. Très faible, très pas faible. assez. Voilà. Donc vous vous êtes dit, bon là stop, besoin de revoir quelque chose pour que le système marche. Vous vous êtes fait aider, accompagner. Comment, vous m'avez dit, il faut aller rencontrer des gens qui peuvent nous guider, qui peuvent nous aider. Vous, comment ça s'est passé ? Quelles ont été les étapes pour changer ce modèle économique ? Alors Viven, on s'est rencontrés lors d'un réseau d'entrepreneurs international. Le feeling est bien passé, il est venu au garage. Et en fait, ce que j'ai aimé avec Viven, c'est qu'on a vraiment fait un audit complet de l'entreprise. Je vais faire un peu de comparaison de mécanique, du coup je suis mécanicien. C'est un peu comme une boîte de vitesse, vous avez tous les rouages qui sont les uns après les autres et il n'y en a pas un qui est indissociable. Et Viven, il a vraiment travaillé sur tout, aussi bien sur le RH que sur l'organisationnel, que sur la rentabilité, sur les achats. On a vraiment refait toute la société de A à Z. C'est pas une baguette magique, ça s'est pas fait en une semaine. Tous les mois on travaillait, tous les mois on pilotait un petit peu plus, on soulevait les problématiques et on trouvait des solutions pour les régler. Donc vous avez travaillé sur chacun des points qui étaient défaillants pour retrouver une certaine liberté personnelle, une rentabilité évidemment. Concrètement, qu'est-ce qui a changé ? Tout. Je n'ai pas d'autres mots. La société a grandi, on a même pu déménager nos locaux l'année dernière, on a triplé notre surface, j'ai une équipe qui a explosé, la rentabilité est là, je me rémunère parce que je pense être correctement au vu du travail fourni. Je me prends 15 jours de vacances au mois d'août depuis la naissance de ma fille, c'était exceptionnel. On a des gros projets pour Fluidcar, on est en train de déployer une franchise nationale pour l'année prochaine. Voilà, j'ai du temps avec ma famille, je n'ai pas à flipper le soir de me dire est-ce que l'URSSAF il va passer demain. Désolé pour vous monsieur, c'est le premier truc qui m'est venu. Et donc oui, voilà, tout a changé, quoi. Et vous m'avez dit, même les endroits où ça allait bien, on a essayé de voir comment on pouvait être encore meilleur. C'est pas seulement pointer du doigt quand on travaille sur un modèle économique, sur ce qui semble ne pas aller, c'est aussi retravailler les points qui vont bien pour aller encore plus loin. Tout à fait, on a vraiment analysé effectivement les bonnes parties de Fluidcar et puis on s'est dit comment être encore meilleur. Donc il y a des moments où on règle les problématiques et puis il y a d'autres moments où comment on peut développer, comment on veut aller au-dessus, comment on peut aller plus loin. Et encore une fois, à chaque fois qu'on bloque un peu, on se dit qui a les connaissances et puis on va les chercher, on se forme, on s'informe, on se fait accompagner aussi. Alors la question qu'on peut se poser quand on est chef d'entreprise, c'est chouette tout ça, mais ça a l'air quand même d'être hyper lourd. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Le plus difficile, c'est déjà de changer un peu son mindset, de se dire oui, j'ai besoin de me faire aider. Je ne pense pas qu'il y ait d'école de chef d'entreprise, on apprend sur le tas, mais c'est vrai qu'il y a des choses, c'est pas inné. Donc si on ne se fait pas accompagner par des gens qui ont les compétences, c'est compliqué. Donc c'est vraiment changer son état d'esprit pour pouvoir se dire ok, il faut que je change. Un peu de résilience aussi, parce que des fois ça prend du temps les changements. La patience. Et ouais, on se dit j'ai tout fait bien, c'est toujours pas là, j'y arrive pas. Et il faut pas lâcher, il faut continuer. Les résultats, c'est pas immédiat, c'est pas parce qu'on change le modèle que tout de suite ça s'arrange et ça impacte les résultats. Ça fait partie un peu de l'accompagnement de toute façon. N'importe quel chef d'entreprise, même en difficulté ou pas, si demain on leur ajoute 40% de chiffre d'affaires le mois prochain, ils ne sauront pas le gérer. Donc nous, on a aussi accompagné cette croissance grâce au pilotage mensuel. Et en fait, le but, c'était vraiment d'accompagner cette croissance et de ne pas se faire déborder non plus.
Donc c'est ça qui a été le plus difficile, le temps. Quand le modèle a été modifié, que vous avez passé cette phase de patience, que ça y est, vous avez commencé à avoir la rentabilité au rendez-vous, etc., est-ce que pour autant, vous arrêtez de vous interroger ou de réinterroger le modèle ? Jamais. Il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut jamais stagner. Il faut toujours se poser la question, voilà, comment on peut faire mieux. Après, voilà, il y a l'intelligence artificielle, il y a moyen de se former, il y a moyen d'améliorer la productivité, le confort de son équipe. C'est pas forcément du développement, ça ne veut pas forcément dire Elon Musk, on va aller chercher des milliards, mais même si on arrive à se faire gagner 2-3 heures dans la semaine pour rentrer plus tôt avec sa famille, eh ben, ça va bien, et pourtant on ne parle pas d'euros, quoi. Donc non, il ne faut jamais s'arrêter, c'est toujours en développement. Pour finir sur cet exemple, quand même, quand on refait l'histoire, 2020, la situation c'est 2020, je suis placé en redressement judiciaire. Ok. Vous avez fait toute cette remise en question, ce travail, les effets positifs de cette remise en question. C'est donc aujourd'hui, on est, je sais pas, on est donc 2020, on est 5 ans après, presque 6, et la société se porte très très bien, c'est ça ? Ben ouais, la société se porte très bien. On est sorti du redressement judiciaire avec 18 mois d'avance sur le plan de continuation. Voilà, on a pu déménager, j'ai pu embaucher, je forme des jeunes qui j'intègre en CDI après. Je vous dis, les projets de franchise, les projets même d'autres sociétés. Aujourd'hui, Viven arrive à me dégager du temps. Je me suis tellement pris à l'accompagnement que je fais moi-même aussi de l'accompagnement pour d'autres garages. Et ils m'accompagnent derrière pour m'aider aussi. C'est l'intelligence collective en fait. Donc oui, ça va beaucoup mieux, bien sûr. Ouais. Merci à tous les deux pour ce témoignage. Je voudrais qu'on aborde... Oui, Viven. Merci, parce que c'est pour ça que je l'ai invité, parce que j'en ai d'autres, des dirigeants. J'ai voulu qu'ils viennent témoigner, parce que c'est un formidable exemple de modèle de résilience. D'accord ? Il vous l'a dit, hein, il est parti du RG. Donc, j'aimerais vraiment te féliciter encore, là, devant la foule, parce que c'est toi qui as travaillé avec tes équipes. Moi, voilà, moi, je suis un copilote. Donc, bravo à toi. Et merci. Merci à tous les deux. Alors, on va aborder un autre plan, c'est avec Laura. Laura